il y a quelques pays sérieux dans le monde en matière de souveraineté. Au sens de, en fait, on va le dire autrement. Souveraineté, ça veut dire quelque chose, ça veut dire être indépendant d'entreprises essentiellement américaines en situation de quasi-monopole. Je pense, et qui ont des produits qui contiennent des backdoors qui permettent d'écouter les gens dans diverses situations. Donc je peux donner quelques exemples. C'est très difficile de se passer d'un microprocesseur Intel parce qu'ils sont très bons et pas très chers, comme les AMD. Et le jour où il y a des sanctions contre la Russie, les Russes ne peuvent plus en acheter. Par le côté dominant sur le processeur, il est possible au gouvernement américain de décider qui a le droit de faire ou de ne pas faire quelque chose n'importe où dans le monde. Ce qu'il fait à la Russie, est fait à l'Iran, est fait dans une certaine mesure à la Chine. Par exemple, les processeurs Intel étaient interdits de vente il y a à peu près 10 ans parce qu'on craignait qu'ils servent en fait à de la simulation de bombes atomiques. Il y a eu un cas comme ça pendant 1 an ou 2. Et donc, ce phénomène sur quelques composants clés de n'avoir qu'un seul fournisseur qui suit les ordres de son gouvernement, c'est un truc assez particulier quand même. Et vous l'avez sur les processeurs, les FPGA, les GPU, les analog fronthaul, c'est les convertisseurs analogiques numériques pour la radio. Donc il y a un certain nombre de trucs où il n'y a qu'un seul fournisseur. Analog fronthaul, c'est Xilinx ou Analog Device. Et après, comment ça se passe? Ça conduit à un certain nombre de problèmes. On peut se faire interdire d'acheter les composants. Les Russes, les Iraniens, les Vietnamiens n'ont pas le droit d'acheter des FPGA Xilinx dans une certaine mesure. Parce qu'un FPGA Xilinx, dans un certain nombre de cas, ça permet aussi bien de faire des télécoms que des radars militaires. Le même truc. Aux États-Unis, comme les Russes aujourd'hui. Et est-ce que c'est une mauvaise chose, ça? Qu'on limite l'accès à la Russie? On peut prendre n'importe quel pays, la Russie, l'Iran, ce qu'on veut. Le principe d'interdire, on peut considérer que ce soit bon ou mauvais, on peut en discuter longtemps, comme on peut discuter que c'est bon ou mauvais de supprimer le compte de Trump sur Twitter. Il y a des gens qui vont expliquer que c'est bien, d'autres qui vont expliquer que c'est mauvais. On peut avoir des avis divergents là-dessus. Mais ce que l'on constate, c'est que sur certains composants clés, il y a un État et quelques entreprises qui ont la possibilité de dire à d'autres États ce qu'ils peuvent faire ou ne peuvent pas faire. Et c'est par autoriser, interdire, première chose. Deuxième chose, par le prix. Un composant Xilinx auquel je pense Google le paye $75. Un de mes amis aux États-Unis le paye $750. Et des gens que je connaisse en France le payent 3 000 €. Donc en jouant sur le prix, on favorise une industrie plutôt qu'une autre. C'est une deuxième façon. Donc ça veut dire qu'une zone économique se met à devenir très dépendante d'une autre zone économique. Et si on regarde par exemple sur 30 ans, la part dans le PIB mondial des États-Unis est restée stable. Celle de l'Europe a fait une chute de moins 35%. Donc avant États-Unis-Europe, c'était pareil. En 30 ans, l'Europe a diminué pour devenir environ 30% inférieure aux États-Unis. Sur quel aspect? Sur l'aspect le PIB. Ah oui? Le poids économique des zones. Le Japon était énorme il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est minuscule. La Chine a explosé. Donc en fait, il y a deux grands acteurs qu'aujourd'hui, donc les États-Unis se sont maintenus dans la part du PIB mondial et la Chine a une taille proche des États-Unis et de l'Europe aujourd'hui. Un État peut, par les backdoors sur les processeurs ou sur autre chose, récupérer l'information politique, récupérer l'information sur les contrats, trouver des informations chez Ericsson pour lui créer une grosse amende en milliards, arrêter quelqu'un de Alstom sur un autre sujet pour pouvoir acheter, quand General Electric s'achète des turbines. Tout ce qu'il y a autour de l'information
est tellement puissant, soit quand on s'intéresse à la communication politique, soit à la concurrence économique entre blocs, que je pense sur ces sujets-là, on peut parler de souveraineté. Mais donc, souveraineté numérique, c'est la souveraineté tout court. Si la souveraineté numérique, c'est la souveraineté tout court, je veux bien en discuter. C'est dans le sens... mais alors, là, on est dans une attitude, est-ce qu'on veut être un État des États-Unis ou est-ce qu'on veut être indépendant? Et la réalité en Europe, c'est que les 9/10 de l'Europe veulent être un État des États-Unis. Okay. Il n'y a pas de volonté en Europe de réelle indépendance. Donc c'est un sujet qui en fait n'a pas de sens. Parce qu'il y a très peu de gens qui veulent vraiment être indépendants. Mais comment tu compares ça, disons, avec l'indépendance? C'est quand même un mouvement de fond au Québec depuis longtemps. Est-ce que c'est différent? Donc c'est un peu différent ou c'est juste différent. Comme... Ouais. Différent, c'est en fait... l'indépendance, c'est est-ce que je vais pouvoir avoir mes propres écoles et organiser l'enseignement comme je veux. Mm-hmm. Comme tu peux imaginer que Porto Rico ait envie d'être géré un peu autrement que le reste des États-Unis. Mm-hmm. Donc c'est plus une question de gestion plutôt de souveraineté qu'on parle. Et après, est-ce que tu as envie plutôt d'avoir des filiales de McDo et de General Electric, ou est-ce que tu veux ton McDo à toi et ton General Electric à toi? C'est un autre problème. Ouais, je pense qu'on aime les McDo. Ouais, je pense. Ouais. On est très McDo. Et donc pour le Québec, c'est très la logique de l'indépendance, c'est plutôt au niveau de garantir notre culture et notre éducation plutôt que d'avoir une indépendance économique. Une indépendance économique industrielle. Puis l'Europe, c'est un peu ça aussi. Donc la plupart des États... La plupart des États ont de toute façon une classe politique qui a fait ses études aux États-Unis. OK. Et dont ceux qui ont fait leurs études aux États-Unis ont vu leur carrière accélérée. Donc, il n'y a peut-être pas de réelle volonté de souveraineté numérique. Donc, le mot souveraineté numérique, en fait, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de vraie volonté. Ça a été nié totalement, comme un truc de fou. Et ce qui s'est passé avec le Health Data Hub en France, on a dit, vous savez, toutes vos données là, sur les maladies que vous avez, vos maladies psychiatriques, elles vont se retrouver chez Microsoft. Quand vous allez passer la frontière aux États-Unis, vous savez, il faut dire si vous avez une maladie psychiatrique, quand vous passez la police des frontières américaine. Il y a ça. Mais pour les Français, nous on n'a pas ça. Il y a des questions. Il y a un truc, comment ça s'appelle, ETA ou un truc comme ça. Okay. Il y a une petite demande d'un pseudo-visa en ligne où il faut répondre à quelques questions. Et il y en a une, c'est est-ce que tu as une maladie psychiatrique? Mais tu dis oui, tu as un problème pour rentrer. Tu dis non, tu as un problème parce que tu as menti. Ouais. Non, ils demandent pour aussi résident permanent au Canada. Il faut que tu fasses un revue de santé puis si tu as des problèmes de... Là, c'est différent. Donc, ça veut dire que tu te retrouves à ce que des informations très personnelles soient accessibles sans que tu saches par qui, comment. Et donc ça a beaucoup touché une partie de la population en France qui a dit c'est mal. Et derrière, donc la protection de la vie privée. Protection de la vie privée sur les données de santé personnelle. Et c'est ça en fait qui a fait passer la souveraineté d'un truc has-been à quelque chose qui est devenu sérieux pour le gouvernement. Parce que les députés de droite comme de gauche disaient au gouvernement, vous êtes fous de donner les choses à Microsoft. Et alors, mais en réalité, ils ont continué, ils ont dit c'est pas grave, on va faire du Microsoft, mais ça sera dans les data centers de Orange. C'est pas grave, on fera du Google, mais ça sera chez Thales. Mais l'idée de faire du Nexedi, ou du Clever Cloud, ou du Proxmox, ou du Vates, il y a une dizaine de boîtes. Ah non, jamais. Ouais, ben on nous a dit, je pense, au Québec, c'était juste pour les pelleteux de nuages. De créer ses propres infos nuages. C'était plus de pelleteux de nuages. C'est juste des gens qui rêvent trop.
Oui, faut absolument y aller pour moi, Google, Amazon, RapidSpace Microsoft. a été monté en moins d'1 an par 3 personnes. C'est quoi? Ouais. RapidSpace est monté en moins d'1 an par 3 personnes et ça marche. Et toute petite équipe peut créer un cloud indépendant très facilement. Alors quand on dit ça et qu'on le montre, aujourd'hui la dernière attaque c'est vous êtes complotiste. On dit un truc vrai, hein. Voilà la liste des 100 entreprises européennes qui ont des technologies de cloud. Lui, les fournisseurs de Google, d'Amazon. Et voilà 10 entreprises qui ont des solutions de cloud qui marchent. Vous pouvez vous abonner, ça marche, c'est utilisé par Toyota, machin. Vous êtes complotiste. Non. Pourquoi ? Parce que si vous dites ça, c'est pour sous-entendre que pour des raisons obscures, c'est pas chez vous qu'on achète, mais chez les GAFA. Bon, il y a très peu de gens qui disent ça, mais ça va dans cette direction-là. Dire que même quand quelque chose est vrai, il y a un moment où on n'arrive plus à le faire accepter aux gens. Mais comment tu vois ça, le financement? Donc, est-ce que le gouvernement devrait financer ces solutions pour assurer sa souveraineté numérique? Ah, mais il le fait en France, à mort. Ouais. Nous, on a plein d'argent pour ça. Ça n'arrête pas. OK. Des millions et des millions, tout le monde. Mais il n'y a pas de clients à l'autre. Il n'y en a pas de clients. C'est idiot. Et puis quand ils ont voulu... Alors, je dis autrement. Le pays sérieux en matière de souveraineté, c'est la Chine. Ah ouais? Ouais. C'est le seul vraiment sérieux. Mais qu'est-ce un peu ça? Ouais. Mais qu'est-ce que tu disais, c'est qu'il y avait des compétences. Il n'y avait pas les compétences. Malgré l'absence de compétences, disons, c'est pas très bon en fait. Disons, il y en a, mais elles sont rares. Ici, en Europe, il y en a et il y en a partout. En Chine, ils ont... Je trouve l'exemple excellent. Il y a un certain nombre de microprocesseurs chinois fabriqués dans des usines chinoises, chez SMIC. Donc ils ont un fondeur, SMIC. Ils ont des designs de processeurs, Jiaoxin, Haigon, Phytium, Longsun, etc. Ils ont des appels d'offres qui obligent l'usage d'un microprocesseur chinois. Il faut savoir, aux États-Unis, maintenant, il y a le Buy American Act qui oblige à acheter des choses à plus de 75% américaines pour les achats publics. C'est interdit en Europe, et l'un et l'autre. On a le droit, on n'a pas le droit de privilégier l'européen. En Chine, donc c'est basique. Et donc, il y a aujourd'hui un marché pour 3 millions de laptops de fonctionnaires chaque année en Chine, avec usage obligatoire de processeurs chinois. OK. Et derrière ces processeurs chinois, il y a un operating system qui est le seul qui marche vraiment bien avec ces processeurs chinois. Ça s'appelle Deepin. UOS, pardon. UOS, c'est Unity Operating System, quelque chose comme ça. Ça vient d'une société de Wuhan qui a racheté la distribution chinoise Deepin. Deepin, c'est un Debian avec un bureau qui n'est pas KDE mais qui est fait sur Qt, qui est vraiment joli. C'est très intéressant, Deepin. Et donc, les ordinateurs en question coûtent 2 fois plus cher qu'un ordinateur normal. Les ordinateurs que les fonctionnaires chinois achètent. Okay. Ce qui fait que les fabricants de processeurs gagnent de l'argent. Que dedans ils mettent une licence 100 €, 50, je ne sais pas combien. Il y en a pour 500 yuan à chaque fois qu'ils vendent une machine. Comme ils en font 3 millions par an, ils ont de quoi se payer 3000 ingénieurs à Wuhan pour faire un operating system chinois indépendant. Et ça, ils l'ont fait en 2 ans. Quand j'y étais, ça n'existait pas. En 2 ans, du jour, celui qui a fait ça, je le connaissais, il était à Paris. C'était l'ami d'une amie qui est diplomate à Paris, il rentre en Chine, il va dans cette boîte. En 2 ans, ils ont un éditeur d'operating system à 3000 ingénieurs qui vendent 3 millions de laptops chaque année à processeurs chinois. Ça, c'est sérieux. Donc, ils peuvent contrôler quels sont les backdoors dans les processeurs. Ils peuvent mettre, eux, des backdoors dans UOS, mais pour eux, pas pour d'autres. Et donc, ils ont la souveraineté.
Bon, donc ils sont dans les compétences, les moyens, puis les clients. Ils ont surtout, en fait, tout est un peu mauvais. Et le processeur n'est pas bon, il est cher et lent. L'OS, on peut faire mieux. Mais ce qui les différencie des autres... C'est Chaboudour, là. C'est quoi? Bon. Chaboudour. C'est quoi? Chaboudour, c'est comme... C'est correct, ça marche. C'est pas Non, nécessairement parfait. Ouais. C'est qu'ils ont des marchés. Ouais. Mais l'important, c'est de vendre. Ouais. Et en France, quand on va voir l'État et on dit mais pourquoi vous achetez pas aux acteurs qui ont des solutions de bureautique libres, disponibles ou pas libres? Non, tant que ça ne sera pas aussi parfait qu'Office 365, on ne veut pas acheter. Votre truc, il n'est pas au niveau, il faut... Impossible, je refuse de mettre ça dans les mains des agents fonctionnaires. On veut bien vous donner des subventions pour que vous améliorez votre produit, mais acheter pour utiliser jamais. Voilà le... Est-ce qu'il ne va jamais donner les moyens suffisants pour vraiment bâtir une solution compétitive? Non, ils sont prêts à donner beaucoup d'argent. Ouais, cet argent-là, et nous, on en reçoit. Ouais. Mais ils ne veulent pas acheter. Mais je pense que le monde voit que les solutions open source sont toujours une pâle copie de solutions privées. Elles ne le sont pas toujours. Je sais, mais la perception du public, c'est ça. Mais il y a aussi des trucs propriétaires qui ne sont pas open source, qui sont des boîtes propriétaires qui font du software as a service. Et on a une qui s'appelle JamesPot, il a 3000 clients. C'est un de ses clients, il y a 6000 utilisateurs. Non, il a 6000 clients et un de ses clients a 30 000 utilisateurs, c'est l'assurance maladie. Donc il a des énormes déploiements de solutions bureautiques. Ça. Mais l'État ne veut pas acheter exprès. L'idée que acheter, c'est nécessaire pour faire grandir l'industrie, ils comprennent ça dans les avions de chasse avec le Rafale ou avec tout ce qui est défense et militaire, ils ne le comprennent pas avec l'informatique.